Le 8 septembre 2023, les Britanniques ont célébré un bien triste anniversaire. Voilà 1 an qu'Élisabeth II s'est éteinte dans son château de Balmoral, 1 an et demi après son mari, le prince Philippe. En partant, elle a laissé derrière elle sa descendance, inconsolable, et des millions de Britanniques très attachés à leur souveraine. Ses funérailles, à la hauteur de sa personnalité, ont été suivies par près de 4 milliards de personnes. C'est un record historique. Mais la reine est morte, vive le roi, et God save the King, the new King, Charles III. Avec un budget de près de 100 millions de livres sterling, la fête qui s'est tenue en mai dernier pour le couronnement du nouveau roi d'Angleterre aurait dû rendre le sourire au pays. Mais je vous en parlais déjà l'année dernière, la Grande-Bretagne n'était pas au mieux de sa forme et la situation n'a pas beaucoup évolué. Je suis allée prendre des nouvelles de mes amis anglais parce que même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, le pays ne s'est pas déplacé et il fait toujours partie du continent européen et du Conseil de l'Europe. Il fait aussi partie du G7 et du G20, de l'OTAN. Il siège à l'Organisation des Nations Unies, participe à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et est adhérent à l'OMC ou à la Banque africaine de développement, et c'est aussi la 6e puissance mondiale. On ne lui doit pas que la Britpop, le Fish and Chips, les Monty Pythons, le Tea Time, Danny Boyle et Anthony Hopkins, même si déjà rien que ça suffit, mais sans eux, pas de tunnel sous la Manche, pas de Concorde et pas de 5e élément. Bref, depuis quelque temps, l'Angleterre qui a dominé le monde pendant des siècles n'est plus qu'une ombre en haut à gauche de la carte en Europe. Elle accumule les boulets économiques, inflation, mouvements sociaux, remise en cause d'adhésion au Commonwealth, et si la croissance grimpe toujours, elle prend tout son temps. Mais ces petites performances ne trompent personne, l'activité recule comme partout, sous la pression de la Banque d'Angleterre qui remonte elle aussi ses taux. On va jusqu'à utiliser les termes d'hommes malades de l'Europe et même de pays émergents à son sujet. Vous trouvez que ça va un peu loin ? C'est vrai que ça mérite une explication, d'autant plus que certains observateurs considèrent qu'elle n'est pas en récession, qu'elle va même y échapper, et voient déjà en elle le meilleur élève de l'Europe. En gros, c'est un grand écart. Alors, à quoi doivent s'attendre les Britanniques pour cette prochaine rentrée ? Et nous, voisins français, sommes-nous impactés par la santé de notre voisine ? Je vais répondre à toutes ces questions, mais avant de traverser la Manche pour rejoindre les terres du roi Arthur et de Guillaume le Conquérant, j'ai un petit message. Vous le savez, Money Radar, c'est une équipe de passionnés d'information, de finance et d'économie qui prennent beaucoup de plaisir à vous préparer toujours plus de contenu, ici sur YouTube et ailleurs. Alors, pour nous soutenir et ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous. Le Royaume-Uni est un petit pays. En surface, c'est à peine 44% de la France pour presque autant d'habitants, 67,6 millions. Pourtant, il a joué un rôle majeur dans le développement de l'humanité tout entière. C'est de Grande-Bretagne qu'est partie la révolution industrielle qui a transformé les économies des pays du monde. Elle a été la première à utiliser les chars de combat qui ont fait basculer l'issue de la Première Guerre mondiale. La culture britannique a fourni des milliers de génies de la littérature, de la politique, des sciences, de la musique ou du cinéma. Elle s'est imposée dans tout l'Empire, l'un des plus vastes de notre histoire. On parle anglais dans les coins les plus reculés du monde, sauf peut-être en France, où d'après ce qui ressort de la plupart des études menées ces 10 dernières années, nous sommes toujours aussi nuls. Son modèle de démocratie parlementaire a influencé la mise en place du même système dans plusieurs autres pays comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Elle s'est battue à nos côtés pendant les 2 guerres et elle était présente chaque fois qu'une pierre a été posée pour construire un peu plus l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni a toujours été indépendant, politiquement et culturellement, et les Britanniques ont montré plusieurs fois qu'ils tenaient à le rester. En 1993, ils disent oui à l'Union européenne, mais non à sa monnaie unique, l'euro, la seule façon de conserver la main sur leur politique monétaire. Puis en 2016, finalement, ils changent d'avis et disent aussi non à l'Union européenne. Le fameux Brexit, qui pousse le Premier ministre David Cameron à la démission. Parmi les motifs invoqués, trop de réglementations européennes mal adaptées à la situation du pays, qui menacent souvent la souveraineté nationale, des désaccords politiques fréquents, souvent au sujet d'immigration, et des frais d'adhésion au club de l'Europe élevés, bien trop élevés pour aussi peu de bénéfices. La procédure de divorce va durer 4 ans et épuiser 3 premiers ministres en négociation. À terme, le Royaume-Uni quitte l'Union, menée par le conservateur Boris Johnson. Nous sommes en février 2020 et c'en est fini de l'union douanière et du marché commun, Angleterre incluse. Mais pire encore, le Brexit a divisé le pays.
Les partisans de Boris Johnson comptent sur, je cite, « un succès retentissant » pendant que les autres fustigent la décision des Britanniques lors du référendum et annoncent déjà des conséquences au goût plus amer que la marmelade, avec un recul du PIB attendu de 2 à 4,5%. Le Brexit tombe mal. La Grande-Bretagne produit chaque année toujours moins de richesses qu'elle n'en produisait avant la crise des subprimes et sa courbe de croissance montre des signes inquiétants de stagnation. Entre 2016 et 2019, elle ne va pas dépasser 1,7% par an et le PIB par habitant ne va progresser que de 2,2% en 4 ans, contre par exemple 8,7% en France, 13,3% aux États-Unis ou encore 23,6% en Chine sur la même période. D'abord, la remise en place des barrières commerciales avec l'Union européenne a perturbé les échanges et mis en difficulté des sociétés qui dépendaient beaucoup du marché unique, comme le constructeur Jaguar, le spécialiste aéronautique BAE Systems ou encore des dizaines de sociétés de services financiers privées de leur marché principal et forcées de délocaliser. Les entreprises du secteur alimentaire ont aussi dû se plier à de nouvelles normes, étiquetage, contrôle sanitaire, certification, qui ont aussi bousculé leurs activités. Pour le moment, il est toujours difficile d'estimer exactement quels ont été les effets du Brexit sur les exportations, mais on avance, selon les sources, un recul de 11 à 15% pour 2022. Le Brexit a eu aussi un impact sur la vie quotidienne des ressortissants britanniques qui ne peuvent plus circuler librement dans l'Union. Ça complique un peu les choses quand la famille Bowie prépare son prochain séjour à Paris et ça devient carrément un casse-tête pour les travailleurs expatriés ou les étudiants qui ont changé de statut. Un visiteur britannique a désormais les mêmes obligations qu'un Colombien, un Syrien ou un Russe. L'Union ne fait plus de différence. Conséquence, le nombre de touristes est passé de 40,9 millions en 2019 à 35,1 en 2022. C'est 14% de moins et parmi eux, 25% de Français qui ont choisi d'autres destinations. Enfin, plus globalement, la livre sterling, qui a assuré le rôle de première devise internationale tout au long du 19e siècle, ne représente plus post-Brexit que 5% des réserves de change mondiales. Mais la séparation, aussi douloureuse fut-elle, n'a pas eu que des effets négatifs. D'abord, le Royaume-Uni a recouvré son indépendance politique. La nouvelle loi sur l'immigration, par exemple, celle qui déplaisait tant à l'Europe, est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Libéré des accords commerciaux européens, le pays peut aussi négocier directement sur les marchés avec ses principaux partenaires, dont l'Union européenne, avec laquelle elle est liée par un nouvel accord de coopération commerciale signé le 30 décembre 2020. Mais quand le Covid se présente aux frontières, il va bousculer toutes les prévisions et provoquer un krach économique inédit dans toute l'histoire de la Grande-Bretagne. L'activité freine des 4 fers et se contracte de plus de 11% en 2020, alors pour le Brexit, on verra plus tard. Et quand plus tard est arrivé, la situation n'était pas meilleure, car entre-temps, la crise énergétique qui a frappé l'Europe n'a pas épargné le pays. En quelques mois, les prix de l'électricité ont doublé. Le 12 décembre 2022, le mégawatt par heure s'affiche à 675 livres, soit environ 780 € contre 200 € en France. La raison ? 61% de l'électricité britannique vient du gaz. Évidemment, pas facile d'absorber cette rafale de crise sans perdre en productivité et en compétitivité. Avec l'inflation liée elle aussi à un « whatever it takes », un « quoi qu'il en coûte » à l'anglaise, les ménages assistent à la fonte rapide de leur pouvoir d'achat et leur endettement s'envole pour flirter avec 115% du revenu disponible brut. Ils se sont aussi considérablement appauvris depuis le début de la crise sanitaire, avec une richesse rapportée au PIB qui a perdu un quart de sa valeur. En Angleterre, on emprunte traditionnellement à taux révisable, ce qui n'est pas un avantage par les temps qui courent. En octobre 2022, l'indice des prix a bondi de plus de 10%, un record sur le continent. Et comme partout, la Banque d'Angleterre a pris les choses en main et remonté ses taux directeurs, pas moins de 14 fois depuis décembre 2021. Forcément, les charges des emprunteurs ont dangereusement augmenté et l'État est le premier concerné. Le rendement des obligations souveraines a bondi de 0 à plus de 4% en quelques mois. Avec une dette de 2 400 000 milliards de livres en décembre 2022, le gouvernement britannique a payé une facture de 17,3 milliards de livres d'intérêts, c'est 2 fois plus qu'en décembre 2021. Pour relancer l'activité, honorer la charge de la dette et rétablir l'équilibre d'un budget dont le déficit a plongé de 150% entre 2021 et 2022, la première ministre alors en poste, Liz Truss, présente alors un programme, disons, inattendu et pour le moins très libéral. Baisser les impôts pour doper la croissance. Elle envisage une réduction de l'ordre de 45 milliards de livres, des cadeaux fiscaux destinés principalement aux grands comptes, grosses sociétés et résidents fortunés pour les convaincre de rester dans le pays. Son projet laisse les observateurs perplexes. Liz ne prévoit de financement nulle part.
Finalement, elle quitte son poste au bout de 44 jours, juste le temps de serrer la main de la reine Elisabeth avant de faire ses cartons et de quitter Downing Street. Personne ne doute que le pays se débrouillera sans elle, surtout pas chez Standard & Poor's et Fitch, qui envisageaient alors sérieusement d'abaisser la note d'emprunteur du Royaume-Uni. Le successeur de Liz, Rishi Sunak, reprend les rênes du gouvernement le 25 octobre 2022, à temps pour gérer une fin d'année socialement chaotique. Le déficit public atteint 7% du PIB et celui de la balance commerciale presque 6%. Après avoir rebondi de plus de 7,5% en 2021, l'une des plus belles remontades des pays du continent européen, la croissance du PIB est restée soutenue en 2022 avec plus 4%, mais les prévisions de début d'année pour 2023 n'étaient pas très optimistes, moins 0,6% par exemple du côté du FMI. Entre sa crise de la dette et l'activité toujours en berne, la récession paraissait inévitable. Pourtant, 6 mois plus tard, les chiffres du Bureau des statistiques nationales britanniques, la version british de notre INSEE, ont surpris tout le monde. Au deuxième trimestre, la croissance a progressé de 0,2% contre 0,1% attendu, après un premier trimestre 2023 et un dernier 2022 à plus 0,1%. Signe exceptionnel, le mois de juin a vu les activités du pays bondir de 0,5%, avec des investissements en hausse de 3,4% du côté des entreprises et des dépenses de consommation qui grimpent de 0,7%. L'heure est à l'optimisme. La bourse de Londres reste proche de son plus haut historique, de 8014 points en février 2023, et on attend maintenant plus 0,4% de progression globale pour le troisième trimestre. Mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours car depuis, le FTSE, les 100 plus grosses valeurs boursières de Londres, ont du mal à se remettre de la crise des banques régionales américaines. Il avait perdu 7% en quelques jours. Et puis, grâce à cette modeste croissance, le Royaume-Uni échappe pour le moment à la récession, mais les problèmes ne sont pas résolus pour autant. D'abord, son économie est toujours en retard face aux autres pays occidentaux. Le Royaume-Uni a enfin renoué avec les performances antérieures à la crise des subprimes, mais seulement 13 ans plus tard, 3 093 milliards de dollars de PIB en 2007 contre 3 131 en 2021. Il était temps, et ça renforce l'optimisme ambiant, mais regardé de plus près et rapporté au nombre d'habitants, il est cette année inférieur de 10% à ce qu'il était en 2007. Il est aussi moins important que celui de l'Inde, une ancienne colonie britannique, qui lui a ironiquement ravi la 5e place des économies les plus puissantes du monde l'année dernière. Enfin, patrons et observateurs sont inquiets. C'est ce que révèlent les enquêtes d'opinion. L'inflation recule, mais trop lentement, alimentée par les tensions sur le marché du travail. En moyenne, les salaires ont grimpé de 7,3% à fin mai, ce qui alimente aussi la hausse des prix. Pour un gouvernement, l'inflation permet de faire baisser mécaniquement la valeur d'une dette, ce qui peut représenter un atout dans des situations difficiles, mais pas en Grande-Bretagne où les emprunts sont majoritairement souscrits à taux variables. Rishi Sunak promet de diviser l'inflation par 2 dès cette année, et il vaudrait mieux, car si la valse des taux directeurs se poursuit, il n'y a aucune chance de contenir la chute du PIB. Les aides à l'énergie qui devaient prendre fin en mars et avril sont prolongées malgré la baisse du prix du gaz pour stimuler le pouvoir d'achat, et la taxe sur les carburants est gelée. Pour améliorer le taux d'emploi qui reste toujours plus bas qu'en 2019, l'État prévoit d'augmenter ses dépenses, met en place des incitations fiscales à l'investissement et revoit son volet social. Les aides aux handicapés et à la petite enfance sont réformées et il n'y aura pas de revalorisation des salaires dans la fonction publique. Le tout sera financé principalement par une hausse de l'impôt sur les sociétés et un nouveau mode de calcul de l'impôt sur le revenu, et le plan du Premier ministre britannique devrait permettre de dégager 30 milliards de livres. Selon les estimations, le plan pourrait ramener le déficit du budget de 7 à 5,4% du PIB dès cette année. Le dernier rapport de conjoncture de l'Observatoire de l'OCDE espère alors 0,3% de croissance annuelle en 2023 et 1% en 2024, avec une inflation ramenée sous les 3,5% courant 2024. D'ici là, rien ne garantit que la Banque d'Angleterre ne remonte pas une nouvelle fois ses taux directeurs, mais personne n'a dit que ce serait facile. L'embellie actuelle devrait quand même permettre de faciliter le travail. Par exemple, avec la baisse des prix du gaz, les mesures mises en place pour plafonner les factures vont coûter moins cher que prévu. Alors oui, l'Angleterre est un petit pays, mais malgré ça, ces difficultés peuvent avoir de grosses répercussions. D'abord sur ses partenaires commerciaux comme la France. La Grande-Bretagne est un gros consommateur de produits français, pas autant que de chinois, et pour l'essentiel, des produits de luxe. Mais si le pouvoir d'achat britannique continue de baisser, il nous faudrait trouver d'autres débouchés. Avec les restrictions, les déplacements sont perturbés, le tourisme est impacté, mais aussi le déplacement des marchandises. Beaucoup d'entreprises britanniques sont intégrées aux chaînes mondiales d'approvisionnement et des difficultés pourraient entraîner des retards et des coûts supplémentaires pour les partenaires étrangers, a fortiori en France.
Enfin, Londres est une place financière majeure, particulièrement surveillée et réglementée. Son rôle historique la met au centre de la finance internationale, la classe parmi les experts des services financiers et le Royaume-Uni entier en est devenu dépendant. Ce qui appelle cette autre question, que se passera-t-il cette fois si le système bancaire régional américain venait à connaître de nouvelles turbulences comme en mars dernier ? Souvenez-vous, le FTSE a perdu 7,5% quand SVB, First Republic et Signature se sont déclarés en défaut de paiement et il n'est jamais revenu à son niveau d'avant. C'est donc dans un fog épais comme de la crème anglaise que doit maintenant naviguer le gouvernement de Rishi Sunak. En dehors des deux inconnus que j'ai cités, crise du gaz et nouvelle crise bancaire, c'est de lui que dépendent les perspectives du Royaume-Uni. Je ne vous dis pas la pression, d'autant plus que les élections, c'est pour bientôt, janvier 2025. Il ne reste que quelques mois à Sunak pour renverser ses fondamentaux économiques, mais l'embellie actuelle lui montre que rien n'est perdu. S'il réussit, le résultat de ces élections ne sera pas très difficile à pronostiquer. Je vous propose qu'on en reparle à ce moment-là, et d'ici là, si vous voulez suivre les événements au plus près, pensez à vous abonner à la chaîne et à rejoindre nos autres réseaux. C'est gratuit et c'est l'assurance de ne rater aucune actu économique ou financière, ne vous en privez pas. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, pensez à cliquer sur j'aime et sur la petite cloche pour vous abonner. De mon côté, je vous remercie encore pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.